Eh ben, rebonsoir. Merci d'être resté et d'avoir préféré être avec nous qu'à l'apéro. C'est vrai que l'enjeu commence à se poser, hein. Il y a une dernière conférence sur la technosurveillance. La question se posera encore plus. Donc on a la chance d'avoir avec nous Jacques Toubon. Il y a marqué grand entretien, ça veut dire qu'on peut parler de ce qu'on veut. On va quand même essayer de rester un petit peu dans le terme et de parler de démocratie. Parce qu'on a du mal à comprendre, cher Jacques, ce qui se passe aujourd'hui. Désormais, à la fête de l'humanité, il y a un garçon qui est accueilli comme une rockstar par le peuple de gauche et qui s'appelle Dominique de Villepin. Et pendant des années, ça a été... Et moi, j'y vais demain. Et vous y allez demain, parce que vous, c'est la même chose. Alors, vous avez en commun avec Villepin d'avoir été chiracien. Et je ne vous cacherai pas qu'il m'est arrivé de manifester. Et de le rester. Et de le rester, voilà. Il m'est arrivé de manifester dans des textes, contre des textes que vous proposiez. Et aujourd'hui, vous êtes l'épicentre de la raison. Donc c'est ça qu'on va essayer de se demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle faille spatio-temporelle on est tombé, pour qu'on se dise que c'est vous qui avez raison absolument contre tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe de vos anciens camarades du Rassemblement pour la République qui sont devenus les Républicains et qui disent pour l'un que l'état de droit n'est pas primordial? Ça, c'est notre actuel ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Ou de l'autre que la Ligue des droits de l'homme est une organisation de dangereuses éco-terroristes. Ça, c'est pour l'ancien ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. C'est ça que je voudrais qu'on essaye de comprendre. Est-ce qu'il y a un carbone 14? Est-ce qu'on peut dater un moment où la démocratie a commencé à glisser et à ne plus être centrale et absolue comme on voulait se bercer d'illusions qu'elle l'était en 89 quand Fukuyama écrit La fin de l'histoire et qui dit maintenant ça va être le triomphe de l'économie de marché? Vous, je sais que vous la datez il y a une dizaine d'années, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et à quoi vous le liez comme événement? Je ne crois pas, pour répondre à votre question, et après avoir salué tout le monde, et remercié d'être là, malgré le très beau temps, je veux simplement dire que je ne crois pas qu'on ait eu ce tournant, à mon avis, il y a une dizaine d'années. Ce qui se passe, c'est que toutes les choses ont bougé. Je prendrai un seul exemple. Regardez, 89, c'est quand même pas si loin, hein. Bon, il y a une trentaine d'années, et les pays de l'Est se libèrent et tout ça. Bon, regardez comment les choses ont évolué aujourd'hui, où on a l'impression que entre l'Est et l'Ouest, le trumpisme d'un côté et l'illibéralisme hongrois, par exemple, on peut se poser des questions. Est-ce que les Hongrois ont fait ce qu'ils ont fait en 89 pour se retrouver aujourd'hui dans un système qu'on dit illibéral, c'est-à-dire en fait une dictature, mais une monarchie, mais avec une Assemblée nationale élue. En gros, hein, c'est ça, les systèmes. Bon. Et c'est ce vers quoi la Slovénie est là, mais la Pologne, ce qui est beaucoup plus considérable, aussi, etc. Bon. Donc je veux simplement relativiser les choses. Et pour ce qui me concerne, ce que je voudrais essayer de dire cet après-midi, pas de dire, d'esquisser, les remparts pour les droits fondamentaux. Bon, les droits fondamentaux, c'est des droits qui sont en principe imprescriptibles, reconnus universellement à tout le monde. Vous pouvez en faire la liste, il y en a 10, il y en a 20, il y en a 30, ça dépend comment vous les prenez. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est que mon expérience personnelle, c'est une expérience de après la politique, où nécessairement vous considérez que vous avez raison et que les autres ont tort,
et vous essayez de convaincre les électeurs qu'effectivement, c'est vous qui avez raison et que les autres ont tort. Je suis passé à une période de magistrature morale et juridique où je me suis occupé, notamment comme défenseur des droits, mais pas seulement, au musée de l'immigration, par exemple, aussi, où j'étais encore hier. Si vous vous trouvez à Paris, allez au musée national de l'histoire de l'immigration, au bois de Vincennes. Hein, c'est l'ancien musée historique des colonies. C'est le dernier bâtiment qui reste de l'exposition universelle de 1931. C'est magnifique. C'est le plus bel édifice Art Nouveau qui existe probablement. Et allez-y. Vous pouvez y aller avec les enfants, puisque vous savez qu'en dessous, il y a un aquarium et que les gosses sont très, très intéressés par les poissons, si éventuellement les droits fondamentaux ne semblent pas les concerner. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais je dirais que mon travail dans cette position de magistrature morale, ça a été de travailler sur l'accès à la justice, l'équilibre des pouvoirs, la lutte contre les discriminations en particulier, dont je me suis beaucoup occupé comme défenseur des droits. Et tout ça, c'est comment préserver l'état de droit et quel rôle pour les garants de l'état de droit, en dehors de la justice. Mais les juges ne jouent pas du tout le même rôle que des institutions comme par exemple le défenseur des droits pour garantir les droits. Et ceci face à la montée aujourd'hui incontestable des discriminations, la précarité juridique et la crise des migrants. C'est une question qui, souvent pour l'opinion publique, résume tout. Ce n'est pas la seule question, mais c'est une question dans laquelle on retrouve effectivement tous ces questionnements, et en particulier ces questionnements sur les libertés individuelles, l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Voilà. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de sortir de ce que vous voyez tous les jours, notamment sur les chaînes, des informations, une certaine forme de recul de l'espace civique, une instrumentalisation des peurs, et c'est ça, moi, qui me terrifie. Quelquefois, comme je suis retraité, je passe beaucoup de temps devant la télévision, et je m'aperçois que les seuls sujets, c'est les sujets qui sont censés foutre la trouille aux gens, que ce soit la trouille physique ou que ce soit la trouille sur le plan politique, social, etc. Et c'est ça qui fait de l'audience. Donc, moi, ce que je voudrais cet après-midi dire, que ce dont nous avons besoin d'abord, c'est de liberté de mouvement. Et que, aujourd'hui, les besoins de la sécurité, souvent, confinent la liberté de mouvement et s'opposent, d'une certaine façon, à l'intérêt général. Il y a une dialectique liberté-sécurité dans laquelle ce n'est pas toujours la liberté qui triomphe. Et l'état de droit, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'institution, les institutions dans lesquelles on doit assurer une forme d'équilibre entre liberté et sécurité, mais l'intervention des politiques sous la poussée des électeurs va de plus en plus vers ce que j'appelais l'illibéralisme, c'est-à-dire une sorte de néo-populisme qui tente à gagner dans beaucoup de pays, et peut-être un jour en France. C'est ce que nous avons aussi dans une certaine volonté d'administration de l'économie,
qui fait qu'on se substitue au marché pour garantir, par exemple, la fixation des prix, et qu'on fait des subventions pour avoir des prix moins élevés, pour faire en sorte que l'économie soit, aux yeux de ceux qui gouvernent, davantage accessible. Toute la question, donc, c'est qui détermine, c'est sur tous ces sujets pratiques que je viens de dire, qui détermine les valeurs communes, les prescriptions communes. Je dirais qu'il y a, je poserai quatre interrogations, et encore une fois, je répète, cet après-midi, c'est uniquement des questions, je n'ai aucune prétention à apporter des réponses ou des principes absolus. La première question, c'est la question de la laïcité. La deuxième, c'est la question de la liberté et de la détention et de l'enfermement. La troisième question, c'est la question qui est de pleine actualité, c'est les libertés publiques et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont on est en train de s'apercevoir qu'elle est peut-être en train de remplacer l'intelligence humaine tout court. Et puis enfin, la question de l'égalité. En ce qui concerne la question de la laïcité, on a, je crois, une pratique de la laïcité dans notre pays, mais il faut absolument la conserver, qui est la laïcité liberté. Il ne faut pas que la laïcité devienne, comme elle est dans certaines doctrines, une laïcité alignement. La laïcité liberté, c'est la laïcité qui correspond à la liberté de conscience, à la liberté de penser, mais ce qui veut dire, donc, liberté d'expression, exprimer ses préférences, exprimer ses appartenances, pouvoir définir et dire sa propre identité. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il est très important qu'on soit très attentif à des décisions sur l'interdiction ou pas des signes religieux, et dans quelles conditions, et dans quel espace. Et la jurisprudence actuelle de la Cour européenne et en France est, à mon avis, convenable, mais elle est bonne. Mais il faut faire très attention, car il ne faut pas naturellement que l'on en arrive à une liberté qui soit déchaînée, ou au contraire, que l'on empêche l'expression des opinions. La deuxième question, en dehors de cette question de la laïcité-liberté, c'est la question de la privation de liberté. Et là, c'est une question qui appelle une réponse intime. On pourrait très bien prétendre que dans aucune loi pénale, on ne peut imposer de détention, d'enfermement, au titre de la punition fixée par le Code pénal. Ce n'est pas du tout l'option que nous avons prise, ce n'est pas celle que ont pris la plupart des pays comparables, mais je vous invite à vous interroger sur cette question. Est-ce que, et on se pose la question aussi pour des raisons pratiques, vous le savez, est-ce que la privation de liberté, est-ce que l'enfermement est une vraie réponse, et ne faudrait-il pas que les sanctions se limitent à des sanctions qui n'impliquent pas de privation de liberté? Je crois que c'est une question qui, pendant longtemps, n'est pas ressortie, parce qu'on pensait que la prison, depuis
le 19e siècle. Hein. Il ne faut pas oublier que avant, c'était pas ça les principales sanctions. Hein. C'est depuis 1850 en gros que l'enfermement est devenu la sanction pénale la plus courante. Est-ce qu'il faut continuer dans ce chemin? Moi, personnellement, je me suis toujours posé la question, mais c'est vrai que pour beaucoup, et pour l'opinion publique de manière générale, si on ne met pas quelqu'un en prison qui a commis tel ou tel délit ou tel crime, on ne le sanctionne pas. Et c'est une question qui mérite d'être posée, et en plus, elle mérite d'être posée, car comme vous le savez tous, avec 80 000 détenus à l'heure actuelle, dans un système qui ne peut en accueillir que 60 000, c'est évidemment pas une solution qui est longtemps praticable. La troisième question, c'est une question qui est d'actualité, vraiment. C'est les libertés publiques et privées, mais surtout les libertés publiques et l'intelligence artificielle. Par exemple, et de manière très simple, et je le dis ici pour les étudiants et les professeurs en particulier, que devient la liberté académique, qui est une des libertés absolument essentielles. Dans la chaire de la faculté, on peut dire ce qu'on a envie de dire. Il y a une protection, une immunité. Si la machine fait court, si le court, c'est ce que la machine, à travers l'intelligence artificielle, aura accumulé et ressortira. Bon, d'abord, il n'y aura pas besoin de professeur, il suffira d'appuyer sur le bouton, mais surtout, dans le contenu, qu'est-ce qu'il y aura comme marge de liberté alors que l'université, de manière générale, l'enseignement est instrument de liberté, fondé sur la connaissance, fondé sur la réflexion, fondé sur le raisonnement, mais d'abord pour apporter la liberté, le libre arbitre, le libre comportement, la libre pensée, c'est-à-dire la possibilité de déterminer soi-même, à partir des données, ce que l'on veut, ce que l'on choisit, si on est pour ou contre. Et l'intelligence artificielle, elle va nous fournir, elle nous fournit déjà, des réponses automatiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La question va vraiment se poser. L'intelligence artificielle, elle vous apporte une réponse qui paraît imparable. Comment je fais pour expliquer, moi, petite cervelle, vieillie, sente, que ce que dit l'IA n'est pas vrai, ou qu'il faut le contester? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Et elle sera de plus en plus à l'ordre du jour. Et enfin, le dernier sujet que je veux simplement évoquer, c'est celui de l'égalité, c'est-à-dire qui, pour moi, est l'équivalent de la dignité. Je pense que l'égalité, quand on parle, par exemple, de l'égalité homme-femme, quand on parle de l'égalité pour les personnes handicapées, quand on parle de l'égalité pour les personnes étrangères, qu'est-ce que c'est d'abord? Ça consiste à dire leur dignité est égale à la mienne et mon système juridique doit leur reconnaître les mêmes libertés et les mêmes droits. Et c'est une question qui est au cœur de
tout ce débat qui existe contre les discriminations et le traitement différencié, par exemple, des femmes par rapport aux hommes, dont on sait que le mouvement, et pourtant il y a un mouvement d'égalité très important, n'est toujours pas achevé, bien entendu. Donc, voilà les 4 sujets sur lesquels il me paraît nécessaire de réfléchir: la question de la laïcité, la liberté, c'est-à-dire la détention et l'enfermement, les libertés publiques et l'intelligence artificielle, et cette égalité dignité. Au total, je serais assez porté à revenir aux origines. Et les origines, c'est la Révolution. À la Révolution française, on a reconnu, vous vous souvenez tous de vos livres d'histoire, le droit à la sûreté. Mais ce droit à la sûreté, ça n'était pas la sûreté telle qu'on l'entend aujourd'hui. Le droit à la sûreté, c'était le droit à la liberté contre l'arbitraire royal. Ce qui n'était pas la sûreté, c'était le fait que le monarque pouvait décider tout, n'importe quoi, sans aucune, dans le grand arbitraire. Et que la sûreté, c'était au contraire un système qui, à travers la Constitution, les lois, etc., permettait de garantir des règles. Aujourd'hui, la sûreté, c'est devenu l'équivalent de sécurité. Mais quand on dit la Direction générale de la sûreté, bon, c'est le service de police et tout ça. Mais en fait, il faut le prendre comme sûreté, intérêt général, et c'est pour ça que, au total, je crois qu'on a 4, on a un quatuor de valeurs pour lequel on doit se battre pour assurer ce respect des droits fondamentaux, la sûreté, la sécurité, qui n'est pas tout à fait, la liberté et la dignité, qui est la valeur clé de l'humanisme. Et si vous voulez, je terminerai cette petite intervention en faisant deux citations. J'ai fait un livre dans lequel j'ai dit les terroristes perdent les guerres armées, mais gagnent la bataille de la démocratie en contraignant les pays libres à transiger sur les principes de l'état de droit. C'est ça même le plus terrible dans le terrorisme. Bien sûr, ça fait des morts, bien sûr, c'est spectaculaire, mais c'est surtout le fait que pour lutter contre le terrorisme, pour juguler les entreprises terroristes, on est amené à transiger sur les principes de l'état de droit et en particulier sur les libertés. Mais je terminerai plutôt par une citation qui est de la grande romancière Annie Ernaux. Elle a écrit il y a déjà quelques années. Il y a en Europe la montée d'une idéologie de repli et de fermeture qui se répand et gagne constamment du terrain dans des pays jusqu'ici démocratiques, fondée sur l'exclusion des étrangers et des immigrés, l'abandon des économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes. Elle m'impose à moi, dit Annie Ernaux, comme à tous ceux pour qui la valeur d'un être humain est la même,
toujours et partout un devoir de vigilance. Et je crois que c'est ça qui est ce que dit Annie Ernaux, je le partage complètement. Nous devons être vigilants parce que sinon, un jour ou l'autre, dans telle ou telle circonstance, individuellement ou collectivement, nous n'accorderons pas la même valeur à chaque être humain, ce qui est pourtant le principe même de notre civilisation. Merci beaucoup. En écoutant ce que vous disiez à la fin, je pensais à l'historien Yuval Noah Harari, qui avait théorisé justement la puissance du terrorisme comme une mouche dans l'oreille, en disant qu'a priori, c'est pas quelque chose de mortel, mais ça peut vous rendre fou et vous pousser à prendre des décisions extrêmement inconséquentes. Je reprenais votre bilan de défenseur des droits, fonction que vous avez exercée de 2014 à 2020. Vous vous êtes opposé à la loi renseignement sous un gouvernement pourtant socialiste, loi qui avait été prise dans l'émotion suite aux attentats de 2015. Vous êtes opposé aux surveillances de masse, aux violences policières, et vous aviez avec vous le Conseil de l'Europe et l'ONU qui disaient « Jacques Toubon a raison ». Vous êtes opposé effectivement au contrôle aux faciès, et là-dessus vous avez été renié par votre ancienne famille politique. Est-ce que vous voyez quand même... On n'a toujours pas... Oui. On a des décisions de jurisprudence, et notamment de la Cour de cassation, mais qui condamnent certains contrôles aux faciès, mais vous savez que je me suis battu pour ça, mais aujourd'hui encore, on n'a toujours pas de loi qui dit le contrôle aux faciès est interdit. Voilà. Ce n'est que la jurisprudence qui le dit. Mais c'est toujours quelque chose qui... Et tous les ministres de l'Intérieur, tous les ministres de la Justice, tous ont toujours dit non, 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 on en a besoin. Ouais, mais n'empêche que, pour moi, en tout cas, c'est une grosse, grosse lacune. Alors, vous n'aviez pas mérité, parce que vous n'aviez pas lâché sur les droits fondamentaux, et dans une altercation assez vive avec une députée macroniste, Coralie Dubost, pour ne pas la citer, qui vous accusait d'être caricaturale, vous avez dit il n'y a pas de caricature à réclamer les droits fondamentaux. Ils ne sont pas dans l'éther, ils sont là, sur les trottoirs de la Villette. Mais on voyait bien que dans sa réponse, au fond, elle vous disait oh, les droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir, c'est du baratin, les libertés fondamentales, la liberté de manifester, d'informer. Il y a un livre du sociologue Julien Talpin qui sort à la rentrée qui s'appelle « L'État contre les associations » pour revenir sur un tournant autoritaire de reprise en main. Donc, comme vous avez ouvert sur Orban, vous n'êtes pas futurologue ou quoi, mais est-ce que vous sentez qu'il y a les ferments possibles en France d'une bascule vers l'illibéralisme? Oui, pardon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis assez inquiet de la possibilité d'une évolution générale dans les grandes démocraties européennes. Alors, aux États-Unis, n'en parlons pas, enfin on pourrait en parler, mais si j'ose dire, c'est déjà fait, où on y va. Mais en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, une évolution vers, encore une fois, effectivement, ce qu'on peut appeler l'illibéralisme, c'est-à-dire un système dans lequel les principes démocratiques, et notamment l'élection des dirigeants politiques, des parlementaires, tout ça, aboutit non pas à préserver la liberté, mais à la possibilité de les contraindre. Voilà. Les expériences, encore une fois, la Hongrie est l'exemple topique, parce que ça fait maintenant 12 ans que les Hongrois se sont, avec Orban, lancés dans ce système, mais on n'est pas à l'abri, et je crois que des gens comme nous, on doit absolument se battre pour, dans les choses les plus concrètes, essayer de refuser cette évolution vers l'amoindrissement des libertés.
Les élus n'ont pas le monopole de la politique. Hannah Arendt écrivait que pour qu'une démocratie soit vivace, il fallait qu'elle repose sur 3 piliers, la science, la justice, la presse. Alors vous venez de citer les États-Unis, on voit qu'ils ont basculé dans autre chose sur la science, hein, puisque un camarade de Robert Kennedy a dit que sa loi anti-vaccin était l'équivalent de la sortie de l'esclavage. Donc, dans ce que Hannah Arendt a dit, c'est aujourd'hui, dans le triptyque, le premier point, c'est-à-dire la science, c'est extrêmement important, car, vous le dites à propos des vaccins, mais c'est de manière générale, la foi absolue dans les résultats de la science est révolue. On peut aujourd'hui dire 4 et 4 font 5, ça se discute. 2 et 2 font 5, ça se discute. 4 et 4 font pas 5 non plus. Donc ça, non, mais... 2 et 2 font 5. 2 et 2 font 5 pour vous. Oui, ça se discute. C'est l'équivalent de la loi du plomb est bonne pour l'agriculture, c'est ça? Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une espèce de relativisation aujourd'hui qui est appuyée d'ailleurs sur le développement des moyens d'information et notamment des réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez convaincre des dizaines de milliers de personnes que 2 et 2 font 5. Et vous aurez 100 000 personnes qui partageront sur un réseau social des points de vue fondés sur 2 et 2 font 5. Et il y en a qui discuteront, qui diront « mais non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Oui, mais n'empêche... Et on a là c'est quelque chose qui est préoccupant. C'est que le développement des moyens comme les médias sociaux, qui sont a priori des moyens de démocratisation, de développement culturel, d'élargissement des connaissances, peuvent au contraire mettre leur puissance au service des contre-vérités les plus absolues. Deuxième pilier, la justice. Vous avez été garde des Sceaux. Ce matin, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion. Sans doute que Lula le graciera, on verra, mais il le laissera inéligible. Au fond, pour une fois, là, il y a une décision de justice qui est assez forte et qui a été acceptée. Moi, j'ai 45 ans, et quand j'étais petit, et même quand j'étais jusque dans ma trentaine, aucun politique ne commentait une décision de justice et ne se hasardait à... Bon. Il y a une jurisprudence qu'on doit pouvoir quasiment dater de Nicolas Sarkozy, où désormais tout le monde a un avis, et souvent un avis autorisé. Et la décision fondée sur un dossier faisant 120 pages condamnant Marine Le Pen à de l'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires a été unanimement accueillie comme une décision de juge rouge, en disant que ça n'était pas du rôle des juges que d'empêcher une candidate de se présenter à la présidentielle. Qu'en pense l'ancien garde des Sceaux? Moi, j'ai vécu une époque heureuse, en quelque sorte, où les décisions de justice n'étaient pas discutées comme elles le sont aujourd'hui. C'était il y a 30 ans. Moi, j'étais garde des Sceaux entre 1995 et 1997. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intangibilité de la décision de justice, et qu'elle se discute comme tout le reste. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu toute une évolution vers une diminution de la confiance dans les juges, dans leur recrutement. On a tellement parlé de politisation des juges que personnellement, en tout cas, si je parle de mon expérience de garde des Sceaux, je n'accrédite absolument pas. Hein. Bon, les juges ont des opinions, mais dans leur boulot, sauf exception, naturellement, mais la règle, c'est qu'ils ne font pas état de leurs opinions dans leurs décisions. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation où la justice est mise en cause, est mise en doute. Je crois qu'il faudrait d'une certaine façon peut-être
refonder notre... C'est une grande entreprise, notre système judiciaire. Parce que l'indépendance, c'est naturellement un progrès formidable par rapport à ce qu'on appelait la justice retenue depuis la monarchie et tout ça. C'est-à-dire une justice qui émanait d'une manière ou d'une autre du pouvoir politique et de celui qui gouvernait, monarchie ou république. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Constitution de 1946, et puis ensuite, enfin, avec toutes les institutions et les règles, on est arrivé dans une situation où, incontestablement, je ne sais pas si la justice est indépendante, mais les juges le sont. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas d'instruction, en principe, on ne peut pas faire évoluer leur carrière en fonction de leurs décisions. Donc, on est dans cette situation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des questions sont posées et on a le sentiment que beaucoup de gens considèrent que les juges sont conditionnés dans leurs décisions. C'est conditionné de toute la manière possible, y compris sur un plan économique, personnel, idéologique, enfin de toutes les manières possibles, et qu'ils ne prennent pas leurs décisions de manière indépendante, ce qui est le principe. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on revienne, enfin qu'on reprenne ce qui a été décidé il y a maintenant en 1958, principalement. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le garant de l'indépendance des juges, doit être réformé dans sa nomination, dans son recrutement? Est-ce que ce qui est l'idée de beaucoup, aucune nomination doit être faite par le gouvernement, le garde des Sceaux ou autre, par le gouvernement, mais uniquement par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature et des délégués du Conseil supérieur de la magistrature, c'est une question. Je pense, personnellement, je n'y suis pas favorable, parce que je crois que être juge, c'est une fonction d'État. L'élection des juges, comme ça se pratique dans beaucoup de pays, mais en particulier, bien entendu, aux États-Unis, ça n'est pas sans poser, vous le savez, un certain nombre de problèmes. Donc, je crois qu'il faut s'en tenir à notre système actuel, mais c'est vrai que sur beaucoup de décisions de la justice, il y a de la part de ceux qui les lisent une forme d'incrédulité ou de doute. Il faut rechercher le moyen de faire en sorte que les magistrats soient formés, nommés et leur évolution de carrière de manière encore plus incontestable que c'est le cas aujourd'hui. Le dernier pilier, c'est la presse. Bon, ça, c'est plus mon affaire et je pense que les rapports de RSF, on voit la place de la France dans la liberté de l'information dégringoler ou des journalistes empêchés d'être accrédités. Ça parle de soi. Pour garder le temps d'une ou deux questions de la salle, j'aurais une question finale. Vous aviez un très beau mot pour expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Vous disiez on s'est mitridatisé. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot, ça renvoie à un vieux moine russe, Mithridate, qui prenait des doses de poison de plus en plus fortes, de sorte qu'il était habitué et que ça ne le tuait pas. Pour vous, c'est la bonne allégorie du corps social français? On est mitridatisé à l'indicible? J'ai peur que ce mot, qui n'est pas très beau et qui est une réalité épouvantable, puisque vous expliquez très bien
que ça consiste à prendre très peu de poison pour que ensuite le poison ne fasse plus d'effet, j'ai peur que ce soit notre situation, effectivement, aujourd'hui, et où nous soyons incapables, par exemple en matière de liberté de la presse, de s'insurger contre un certain nombre de situations. Vous allez... Bon, on est en train d'assister probablement à la reprise du plus grand journal parisien, le Parisien, par le groupe Bolloré, Paris Match, etc. Et tout naturellement l'industrie qui est derrière. Bon, moi j'ai remarqué depuis 2 jours qu'on a lancé cette information. Il y a des commentaires, mais vous ne voyez pas les journalistes, les académies, les syndicats se dresser en disant « mais ça, c'est pas possible, mais ça, c'est pas possible ». Non, non. Donc, il est probable d'ailleurs que M. Bolloré, qui est d'ailleurs un homme très bien, et son équipe, le groupe Bolloré, vont effectivement devenir les propriétaires du Parisien. Ce qui veut dire qu'on aura une scène journalistique assez particulière, avec Bolloré d'un côté, Dassault de l'autre, etc. Enfin, c'est-à-dire on aura un système que, en France, on avait toujours voulu refuser depuis les ordonnances sur la presse du général de Gaulle, d'ailleurs après la Libération, et qui était que les organes de presse étaient appuyés sur des industries. En fait, ça a commencé avec TF1 et Bouygues, le plus spectaculaire, ça a été ça, il y a quelques années, et aujourd'hui, peu à peu, peut-être tout simplement à cause de réalités économiques qui font qu'aucun organe de presse, quel qu'il soit, n'est capable de dégager des bénéfices, et qu'il faut que ce soit les bénéfices d'une autre activité, en l'occurrence industrielle, qui finance l'organe de presse. Mais on a là évidemment une vraie difficulté à laquelle la seule réponse, c'est, comment dirais-je, la morale, je peux employer ce mot-là, des journalistes, l'éthique des journalistes. C'est ce que je peux espérer. C'est la résignation collective qui nous guette. Est-ce qu'il nous reste 2-3 minutes? Est-ce qu'il y a une de questions? Oui. Ah, il y a un micro qui arrive. On va grouper les deux. Allez-y, puis je vais vous en apporter un. Posez-la, posez-la. Oui, Monsieur Toubon, tout à l'heure, vous avez abordé le sujet de l'IA et des réseaux sociaux. Vous avez parlé de la dialectique entre la liberté et la sécurité. Bon, moi, je suis assez effrayé par... enfin, je partage ce que vous avez dit, hein, cette inquiétude sur le fait que le mensonge est plus vite cru et se déploie plus vite que la vérité. Et donc, dans cette dialectique entre liberté et sécurité, comment vous voyez la régulation de ces réseaux sociaux qui diffusent une pensée nauséabonde, anti-scientiste et la haine? Voilà. Est-ce qu'il faut, enfin, et comment réguler cette situation? La difficulté, c'est que les réseaux sociaux sont par nature non régulables, puisque par définition, ils sont à leur propre origine. Il n'y a pas, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas un émetteur, puis un diffuseur, puis des auditeurs ou des spectateurs. Dans le réseau social, chacun est à la fois l'émetteur et le récepteur.
Donc, vous ne pouvez pas intervenir comme on le faisait avec toutes les lois qu'on a fait sur l'information depuis, je le disais, la Deuxième Guerre mondiale, où on essayait de travailler, de trouver des règles pour que les médias soient libres, pour qu'ils ne soient pas tenus par l'industrie, par exemple, ou par les banques. Voilà. Mais aujourd'hui, comme on ne sait pas où est le début, où est la fin, quelle est l'origine et quel est le destinataire, ou que tout est à la fois l'un et l'autre, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on peut essayer de poser, c'est des règles comme par exemple celle qui vient d'être annoncée aujourd'hui et qui est le fait que les jeunes de 15 ans, de moins de 15 ans, ne puissent pas accéder aux réseaux sociaux. Mais comment on va le faire? C'est toute la question. Mais voilà le genre de règles dont on peut imaginer que, effectivement, elles sont nécessaires. Mais à partir du moment où ce sont les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va y parvenir? Et comment est-ce qu'on va se débrouiller pour savoir qu'un tel ou un tel a 14 ans, 9 mois ou 15 ans, 3 mois? Voilà, c'est la question qui est posée. Vous savez, on en discute beaucoup aujourd'hui. Je pense que, tout simplement, il y a une vraie question, celle que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable, collectivement, d'avoir une éthique, et en particulier les journalistes, mais pas seulement, une éthique de l'information, une éthique journalistique qui fasse que les contre-vérités, par exemple, ne soient pas traitées comme les vérités. Il faut réfléchir à ça, et il faut trouver des systèmes. Ça ne sera sûrement pas des systèmes autoritaires, parce qu'aucun système autoritaire aujourd'hui ne peut fonctionner compte tenu des technologies. Et on a juste le temps pour une dernière. Allez-y, vous avez un micro, je crois. Oui. Bonjour et merci. J'aimerais interroger votre qualité de défenseur des droits et connaître votre avis sur le comment la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, en est arrivée là, puisque vous avez dû constater toutes ces discriminations, ces inégalités croissantes au fil du temps. Comment la France en est arrivée à autant d'injustice et à cette acceptation finalement de cette situation. C'est vrai que moi j'ai été défenseur des droits entre 2014 et 2020. Et je vois vraiment, donc j'ai quitté cette fonction il y a 5 ans. En quelques années, j'ai vu une évolution absolument dramatique. Je pense qu'aujourd'hui, pour dire les choses comme elles sont, si j'étais défenseur des droits, dans un certain nombre de situations, je pense que je ne resterais pas défenseur des droits et je démissionnerais. Je pense que j'ai pu faire à l'époque un certain nombre de choses, notamment par exemple dans les domaines qui concernent les droits des étrangers, par exemple. Bon, ce qui est à la fois le plus controversé dans l'opinion publique et le plus essentiel, puisque c'est ce qui consiste à traiter tout le monde de la même manière, ce qui est quand même le principe essentiel. Bon, mais par ailleurs, l'opinion publique considère que ceux qui sont différents et qu'ils ne doivent pas être traités comme les mêmes. Donc, le problème des mêmes, c'est évidemment celui qui est posé par l'opinion publique. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment les choses se passeraient, je ne sais pas comment je pourrais exercer mes fonctions, mais il est certain que nous avons une évolution, je le disais tout à l'heure, comme dans les autres pays, vers des formes d'illibéralisme. C'est incontestable. Nous avons aujourd'hui
Est-ce que ça s'appelle un recul des droits, une menace sur les droits? Je pense que le métier que j'ai fait, la fonction que j'ai occupée, défenseur des droits, je ne pourrais pas la mener aujourd'hui comme je l'ai fait sur certains sujets avec un certain succès il y a aujourd'hui 10 ans, puisque j'ai été nommé en 2014. Ça, c'est très préoccupant, parce que ça veut dire que les réponses institutionnelles sont balayées, ou en tout cas amoindries. Les réponses dans les lois, dans la Constitution, sont mises en cause par l'évolution sociale, l'évolution politique, les médias, etc. Et que, peu à peu, sans qu'on en ait conscience d'ailleurs, on se résout à voir se restreindre l'espace des libertés démocratiques, individuelles ou collectives. Je crois qu'on est dans un moment, aujourd'hui, où il faut qu'on soit extrêmement vigilant et que des assemblées comme celle-ci, des réunions comme ce qu'on fait à Darwin, là, avec Climax, c'est essentiel pour que, déjà, au minimum, on sache qu'il y a des questions qui se posent. Et qu'une fois qu'on sait que la question se pose, naturellement, tout le monde n'a pas la même réponse. Mais que la question se pose et qu'il faut y répondre. La pire des situations, c'est celle dans laquelle on considère que toutes les situations sont acquises et qu'aucune question ne se pose. Or, c'est une situation que les médias aujourd'hui tentent à développer parce que, en fait, ils donnent, notamment à travers les médias sociaux, réponse à tout comme si c'était la vérité révélée. Et on a là, et je pense que, je dis quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin, mais le système d'enseignement devrait aujourd'hui, pour les enfants, et en particulier pour les adolescents, dans l'enseignement secondaire, être fait pour, comment dirais-je, déceler ce qui, dans ces vérités révélées, sont des contre-vérités. Et je crois que ça n'est pas suffisamment fait, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse. C'est ça, à mon avis, que l'enseignement pourrait apporter aujourd'hui. Savoir que les Grecs et les Romains, c'était pas la même chose, qu'ils n'étaient pas à la même époque, qu'ils n'ont pas fait la même chose, c'est très important, bien entendu. Mais c'est plus important aujourd'hui, à mon avis, de savoir discerner ce que dans les médias sociaux on nous dit et qui, enfin, entre guillemets, hein, on nous dit et qui est tout sauf la réalité et la vérité. Merci beaucoup pour cette conclusion, Jacques Toubon. Vous avez fait un exposé qui était très noir quand même de la situation actuelle, mais en bon ancien ministre de la Culture, finalement, vous nous avez fait une toile de soulage avec un peu d'outre-noir final. Si on développe notre esprit critique, on n'est peut-être pas foutu. Merci de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de venir. Et dans quelques minutes, on va parler autosurveillance avec Olivier Tesquet. Merci.